Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler des signaux faibles dans l'innovation. Alors, on va voir en quoi c'est important et qu'est-ce qui nous permet d'anticiper au quotidien. Après, on va pouvoir faire des actions pour, pouvoir en fonction de ce qu'on a compris des signaux faibles et des conclusions qu'on en aura tirées. Alors je fais, un petit résumé de ce qu'on va, avoir ensuite, un petit sommaire. Donc, il y en a plusieurs qui m'avaient dit que sur ma première vidéo, il était important de présenter, les différentes parties pour qu'on puisse, bien suivre le déroulé. Alors donc, dans un premier temps, pour les signaux faibles, on va voir en quoi qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important, notamment pour anticiper et innover. Ensuite, on va avoir, des exemples vécus. Le fait de ressentir et de, percevoir des signaux faibles a permis de changer le cours des choses, pour la suite. Ensuite, on va voir les technologies qui explosent. Donc, comme ça vous permet d'anticiper déjà ce qui va arriver, et qui est déjà, on en parle déjà, hein, dans les médias, mais qui va vraiment exploser, dans les prochaines années. Ensuite, on va voir, qu'est-ce que il y a beaucoup d'informations partout. On va voir qu'est-ce qu'il est important d'avoir comme données pour éviter d'avoir trop d'informations. Donc l'avantage, c'est de focuser aussi sur ce qu'on a besoin comme information par rapport à quelle problématique. Ensuite, on va voir les personnalités sensibles aux signaux faibles. Alors, vous allez voir que tout le monde peut analyser des signaux faibles, en tirer des conclusions, et cetera. Mais il y a aussi des personnalités qui sont un peu plus sensibles. Mais ça c'est un muscle, hein, donc il y a pas de souci, c'est comme le muscle, il y a pas de souci pour, anticiper pour tout le monde parce qu'on peut tous, comprendre des éléments qui nous arrivent. Ensuite, on va voir des exemples de la prospectiviste, donc Cécile Wenling, qui, présente différents éléments et moi j'ai une expérience, intéressante, lors d'une formation, donc que je reciterai, par la suite, mais, qui était vraiment intéressant pour analyser les signaux faibles. Nous allons voir aussi des signaux faibles, des exemples de signaux faibles qu'on peut trouver dans une entreprise, en interne, mais aussi en externe, qui vous permettent de tirer des conclusions. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour, en action suite à ces éléments-là? Donc qu'est-ce qu'on actionne? Qu'est-ce qu'on peut, faire comme action pour, mieux percevoir des signaux faibles et cetera? Donc je vais rappeler qui je suis. Donc je suis, Audrey Lecomte. J'accompagne, des startups et des entreprises jusqu'à des grands groupes en innovation, mais aussi en digital et en développement de l'entreprise d'excellence. Donc moi, j'adore les entreprises d'excellence et comment les amener vers des choses qui les démarquent des autres. Ça, c'est ce que j'aime particulièrement. Et je fais aussi de l'accompagnement de territoire, dans le sens où, j'aime aussi beaucoup transformer, mais c'est toujours un peu pareil, c'est comment transformer, une petite pépite en un diamant. Comment, transformer un territoire, pour lui permettre de grandir, d'évoluer et de répondre à différentes problématiques, qui sont sur le territoire et en faire un projet, global. Ça, c'est une compétence que j'ai, particulièrement. J'arrive à percevoir, mais bon, c'est un peu le thème du jour, des signaux faibles, des compréhensions du territoire et en faire un projet global qui répond à l'ensemble de ces de ces problématiques. Ça marche plutôt bien. Je propose des ateliers, des conférences et des formations. Dans ces vidéos, vous allez aussi avoir une petite perception de ce qui peut être apporté, mais quand j'interviens, il y a des informations beaucoup plus poussées. Et on a aussi la possibilité de proposer un événement en intelligence économique avec d'autres partenaires qui sont excellentissimes. J'aime bien l'excellence, pour aider les entreprises et les territoires à comprendre ce qui se passe en géopolitique et pour permettre aux entreprises de se démarquer dans une période un peu compliquée. Donc ça, je le je le fais avec des partenaires et je le fais pas toute seule. Donc voilà, si jamais, moi j'ai fait un événement comme ça où il y a eu un avant-après, ça a vraiment bien marché, aux entreprises. Elles ont actionné des choses qu'ils n'auraient pas actionné sans cela.
Donc voilà, je voulais partager aussi cet événement pour que ça puisse être diffusé sur l'ensemble des territoires. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me solliciter. On a des choses intéressantes avec de la gestion de crise, des effets réels, enfin voilà, c'est vraiment intéressant. Juste avant de commencer et après on sera au cœur du sujet, n'hésitez pas, à vous abonner à la chaîne Bonaloi pour suivre toutes les actualités, en apprendre, beaucoup sur, l'innovation, mais aussi l'excellence. Cliquez sur le petit bouton s'abonner qui est en bas, juste, en dessous et puis, appuyez sur le petit pouce pour, permettre aux vidéos de monter en visibilité, ajouter des commentaires, enfin voilà, tout ce qui permet d'augmenter l'engagement sera positif pour, Bonalois et voilà. Une dernière chose, Bonalois, ça c'est plus sur la partie, des entreprises d'excellence. Allwise, c'est plus sur la partie, de mon accompagnement en innovation digitale et cetera. C'est plus de l'accompagnement. Donc vous comprenez maintenant, la différence entre les 2. Donc ça va être la valorisation d'entreprises d'excellence et d'acteurs d'excellence et l'accompagnement aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a ces, 2 sites qui sont valorisés à chaque fois qu'il y a des vidéos. Alors maintenant, on va dans le cœur du sujet, les signaux faibles. Alors ça, c'est un sujet que j'adore, parce que c'est des signaux qui nous permettent d'anticiper un peu la suite. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des indices discrets, souvent indirects, qui peuvent annoncer des tendances ou des changements ou des opportunités futures. Quand on les capte, on anticipe et on peut déjà voir les évolutions et saisir les opportunités avant les concurrents. Des fois, ça nous permet d'être sur l'étape d'après alors qu'il y a une concurrence qui se fait sur l'étape d'avant. Et en fait, on passe sur une étape d'après et en fait, là, il y a moins de concurrents, mais on est déjà en prospectif et donc du coup, on a pris de l'avance par rapport aux concurrents. Ça permet donc d'anticiper plutôt que subir. Ça permet de prévenir plutôt que guérir et d'avoir plein de petits signaux mis bout à bout vous permettent après d'avoir une analyse pertinente et de croiser l'ensemble pour en faire une compréhension globale. Quand c'est comme ça, regardez qu'est-ce qui va arriver dans les grandes technologies qui sont hype aujourd'hui, enfin actuellement, mais celles qui vont arriver après. Donc aujourd'hui, bon, bah, il y a l'IA, tout le monde se bat, sur l'IA, alors du coup, bon, j'y reviendrai, mais tout le monde se base sur l'IA, mais au final, les gens utilisent, les API étrangères ou alors après il y a Mistral aussi, mais la valeur de votre entreprise n'est pas dans votre entreprise. Elle est, sur l'API que vous utilisez. Donc essayez de faire des algorithmes à vous, sur des technologies, sur des sujets spécifiques. Là, oui, vous allez être un peu plus dans la tendance, la prospective parce que, si vous utilisez les API, en fait, vous n'êtes pas concurrentiel. En plus, vous envoyez vos données à l'étranger. Donc, bon, à part si vous utilisez Mistral qui est en local. Par contre, qu'est-ce qui va arriver? Ça, c'est intéressant. Alors, moi, j'ai 2 exemples. Donc là, c'est la deuxième partie. J'ai 2 exemples que j'ai vécus qui sont vraiment très parlants. Une fois, donc là, on reste sur l'IA. En fait, il y avait, j'avais perçu que l'IA allait arriver. On commençait un peu à en parler dans les médias, mais c'était pas encore le sujet, phare. Et j'avais perçu que les entreprises avaient commencé, les grandes entreprises et même les moyennes, les PME avaient commencé à travailler sur des logiciels. Enfin, donc ils avaient intégré les CRM, les logiciels de production qui permettaient même des fois d'aller sur du prédictif. Donc l'étape d'après, c'était dès qu'il y a de la donnée de qualité, en fait, on peut utiliser de l'IA. Si on n'a pas de la donnée qualitative, ça donne rien de toute façon. Donc c'est ça. Et je voyais qu'il y avait des startups qui commençaient à avoir des briques techno intéressantes. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, l'IA va arriver et ça va exploser. On était en 2016-2017 à ce moment-là et je préviens mon ancien directeur, chez Christian, l'IA va arriver, va falloir prévenir les entreprises, se préparer parce que ça va être un boom technologique incroyable, donc il faut vraiment se préparer. À l'époque, c'était pas du tout la stratégie du territoire. Bon, voilà, c'était pas le sujet du territoire. Et en fait, bon,
Christian me connaît, je lâche pas l'affaire. J'en parle sur la première vidéo, mais quand je sens qu'un truc va arriver, je lâche pas et en fait, j'ai bien fait parce qu'on a lancé l'événement en 2019 et en fait, il s'est avéré que, il s'est avéré qu'aujourd'hui, c'est un événement qui marche très, très fort, le West Data Festival. Cette année, apparemment, c'était 2 400 personnes. La première édition, on a fait 800 personnes. Donc voilà, c'est des choses qui c'était plein de petits signaux qui me permettaient de sentir l'IA qui allait arriver. Et d'ailleurs, sur l'IA, il y a eu comment dire? Quand j'allais voir les événements, alors là, c'est un autre signal faible, mais sur l'organisation de l'événement, donc vous voyez, j'imbrique, des choses. En fait, quand j'allais sur l'événement de AI Paris où, je sais plus si c'était, intelligence artificielle, Nantes, enfin voilà, deux événements où j'avais été. En fait, les speakers parlaient en algorithme, voilà, et les réseaux bayésiens, et cetera. Et là, je me disais: «Les gens, ils vont rien comprendre». À l'inverse, je voyais des conférences beaucoup plus faciles enfin de compréhension avec des cas d'usage. Et là, je voyais qu'il y avait beaucoup de questions d'interaction. Donc, suite à ça, je me suis dit: «Bon, alors, on va faire quelque chose de très pragmatique» et apparemment, là, j'ai vu un commentaire sur LinkedIn qui disait: «Ce qui est super avec le West Data Festival», donc l'équipe de Laval Mayenne Technopole a gardé cette essence même de l'événement. Ils ont dit, voilà, ce qui est super, c'est qu'ils donnent des cas d'usage, des exemples, on comprend bien. En fait, c'est simple, quand une personne a un exemple de l'utilisation de l'algorithme où là, la personne ne comprend rien, en fait, elle peut voir des parallèles dans son activité. C'est pas compliqué. Donc, par contre, si on lui dit, oui, le réseau bayésien avec les datasets et et puis l'entrée et la sortie, enfin, les gens ne comprennent rien. Et donc là, c'était un exemple de signaux faibles où je me disais: «Tiens, là, il y a des questions, il y a des interactions». Là, par contre, les gens, ils ont vu une conférence, mais sont repartis comme ils sont venus, à part les scientifiques qui ont compris. Mais voilà. Donc c'est des choses comme ça, des petits signaux qui vous permettent de vous dire: «OK, là, ça permet de comprendre comment ça marche» et du coup, de vous dire: «Il va falloir faire cette action-là pour que ça marche bien». Le West Data Festival, aujourd'hui, est un événement, très reconnu et qui marche bien, qui a permis après d'avoir des budgets européens, avec Diva et cetera. Enfin, c'est un événement qui continue de très, très bien marcher. La crise actuelle, je l'ai pressentie dès 2023. Alors pourquoi? Il y a eu plein d'indices qui m'ont permis de sentir, cela. Alors, c'est assez bizarre parce que c'était une époque où, à l'inverse, on était post-covid. Donc là, il y avait une grosse croissance et c'était marrant parce que à part les startups que j'accompagnais, les structures, qui m'employaient, enfin qui me finançaient, je pense qu'ils ont dû me prendre pour une folle. Voilà, c'est assez simple. Parce que je leur disais: «Bah, il va y avoir la crise», alors que ça allait plutôt bien. Donc ça peut paraître bizarre. Donc j'avais fait un gros travail sur moi-même en disant: «Bah, écoutez, telle entreprise, elle a telle action, là, il se passe ça, il y a telle structure d'accompagnement, là, ils ont moins de dossiers, là, là, il y a tel, grand groupe, ils sont en train de réduire des projets, là, il y a» voilà, il y avait des petits indices et je voyais aussi sur un site sur un site je voyais des partenariats avec des grandes entreprises qui se réduisaient. Donc je me disais: il y a un truc qui est en train de se passer, voilà, il y a quelque chose, il y a un repli, qui est en train de se passer et on a du mal à le pressentir. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la crise, il y a eu un repli sur soi du Covid. Là, on le voit, c'est très clair, mais on l'a pas enfin, il y en a très peu qui ont anticipé ce repli sur soi qui a une conséquence encore aujourd'hui du Covid où les gens se sont regroupés, les pays se sont réenfermés et cetera. Aujourd'hui, c'est un peu ça. Mais il fallait déjà le pressentir dès le Covid. Il y a aussi le virus. Par exemple, un autre exemple de signaux faibles, il y a le virus qui allait venir jusqu'à nous. Ça, il y a des gens qui ont su tout de suite comment réagir en disant: «Bon, le virus va arriver et cetera, il faut réagir et cetera». Mais il y en a d'autres qui ont dit: «Bon, c'est en Chine, tout va bien, ça va pas arriver à nous». Non, ça va arriver à nous. Pareil pour le PGE, déjà à l'époque, je me rappelle, donc le PGE pour, se rappeler ce que c'est un prêt garanti par l'État. C'est un prêt
qui est transmis pour aider, à l'époque, pendant le covid, les entreprises pour qu'elles tiennent bon. Mais qui dit prêt, moi je fais très attention aux prêts, notamment quand j'accompagne les entreprises, je fais très attention. Pourquoi? Parce que le prêt, ça vous amène, quoi qu'il arrive, faut être sûr quand vous faites un prêt que vous êtes dans une tendance croissante, vous pouvez le rembourser plus tard et que vous n'allez pas être fragilisé. Sauf qu'à l'époque, il y avait de l'argent un peu partout et les gens, du coup, enfin les entrepreneurs ont pris l'argent. Il y a eu des bilans incroyables, sauf que c'était un faux bilan puisque c'était les PGE, donc les prêts garantis par l'État, qui donnaient un bilan exceptionnel pour l'entreprise. Et ça s'est avéré qu'en fait, les PGE, on sentait déjà à l'époque que ça risquait de fragiliser des entreprises qui étaient déjà fragiles. Ça n'a pas loupé. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Alors, il y a aussi il y a différentes problématiques en plus, mais il y a le PGE qui a vraiment fragilisé les entreprises. Et ça, c'est des choses qu'on pouvait voir dès le départ, en fait. Et qu'on pouvait déjà, à l'époque, prévenir en disant, bon, il y a le PGE. Moi, j'avais structuré les choses pour que le PGE soit aussi communiqué, mais je commençais aussi à dire en off, bon, il y a le PGE, il faudra faire attention. Donc tout ça nous mettait déjà dans une fragilité, un refermement de soi, une fragilité des entreprises qui, certaines, n'étaient pas en capacité déjà de bien tenir, mais ça, je ne sais pas pourquoi des entrepreneurs ont pris quand même le PGE alors que ça reste de la dette, hein, donc c'est à rembourser à un moment donné. Et donc, du coup, j'avais prévenu toutes mes entreprises à l'époque quand j'ai dit, «Bon, là, il va y avoir la crise». Je sentais que là, ça allait, être plus compliqué. J'ai prévenu tout le monde, j'ai dit: «Écoutez, là, il faut casser vos charges, ça va taper fort longtemps, et en plus, l'État n'a plus d'argent», parce qu'on voyait que là, il y avait de l'argent, qui était sorti, donc il va falloir faire le dos rond. À l'inverse de la structure, je pense qui m'a pris pour une folle, il y a, les entreprises, elles m'ont très fortement suivie, ça je suis, super contente, parce qu'ils voyaient que je percevais des choses un peu en avance de phase et j'ai mis des webinaires, de mon ancien patron qui est de Quanco, donc François Bibert. Donc on avait fait, à l'époque, du covid et qui disait comment gérer le cash, comment optimiser son entreprise, qu'est-ce qu'on priorise et cetera. Alors ça faisait un peu gestion de crise d'urgence, ce webinaire-là, mais l'avantage, c'est que j'ai vu plein d'entreprises réduire les charges. Certains sont partis de la pépinière pour réduire les charges. Voilà. D'autres qui étaient très fragiles, qui étaient indépendants, ont finalement se sont mis en salariés. Et donc, ça leur a permis tous, ils se sont tous sécurisés. On a eu du coup un petit vide pendant un petit moment. Là, l'ambiance était moins sympa parce que du coup, il y avait moins de monde. Mais après, quand toutes les pépinières se vidaient, nous, on était en croissance avec des entreprises qui tenaient bon, qui étaient plus solides, qui travaillaient ensemble aussi. Et donc, au final, c'est assez positif. Et celles qui sont parties, j'ai eu très, très peu de liquidation. J'en ai eu qu'une sur 41 projets qui sont passés. Donc, c'était très bien. Voilà, là où il y a quand même eu beaucoup de liquidations, notamment dans les entreprises innovantes. Donc voilà, le fait de percevoir les indices vous permettent d'anticiper, de préparer la suite. Donc ça, c'est très important, notamment en innovation. Donc, ça vous permet d'être, donc ces entreprises-là, elles sont toujours là, c'est grâce à ça. Par contre, ne pas rester sur la surface, et creuser assez loin pour bien comprendre la situation. Là, bon, je devais donner 2 exemples, je vais en ajouter un troisième. À un moment donné, on m'avait, transmis une campagne d'affiliation quand je travaillais, chez Quanco et on m'avait dit, voilà, bon, bah, cette campagne, bah, tiens, tu la récupères, cette campagne, elle marche bien, on fait, beaucoup de performances, mais le client n'est pas satisfait en termes de retour client. Bon, moi, je prends ça et puis, en fait, quand c'est comme ça, on se dit: «Bon, bah, soit c'est la campagne, donc les affiliés qui sont pas forcément de bonne qualité, donc ceux qui apportent le trafic et le volume de personnes, dans le magasin, web», on va dire ça comme ça, dans le shopping. Ou alors c'est le site de l'annonceur qui allait pas bien. Donc là, on demande à l'annonceur, donc on va dire,
on va dire Darty, c'était pas Darty, mais c'est un exemple, hein. On va dire à Darty, bon, bah, quels sont tes volumes de performance? Est-ce que ça marche bien et cetera? Chez lui, ça marchait bien. Donc on s'est dit je me suis dit: «Il y a un truc» et en fait, très rapidement, ça a duré une semaine ou 2. Bon, malheureusement, moi, je fouine sur des détails. Alors des fois, ça m'empêche, on me reprochait à l'époque de ne pas avoir de cette hauteur, de réflexion, mais en fait, très rapidement, je rentre bien dans les détails, mais des fois, c'est un peu débile, mais bon, c'est comme ça. Mais ces détails, des fois, nous permettent d'avoir des conclusions intéressantes et cette campagne, en fait, très rapidement, j'ai vu qu'il y avait des robots parce que je regardais les mails, ils étaient tous, Toto 01, Toto 02. Enfin, en fait, les mails et la performance de la campagne étaient liés à des robots. Donc, la personne qui avait ces robots devait bien gagner sa vie. Par contre, on comprend que le client n'était pas content parce qu'en fait, c'était des faux clients enfin, c'était pas des vrais clients qui étaient sur sa campagne. Donc, il y avait une dépense et voilà. Donc, après, on a optimisé tout de suite. Et ça s'est vu tout de suite, enfin, très, très rapidement, je l'ai vu. Donc, ça, c'est important de percevoir tous les petits éléments. Donc un élément, enfin une indication ne doit pas être unique. Tout de suite, vous devez aller vérifier et pas rester en surface et creuser pour pouvoir comprendre ce qu'il y a en dessous et pourquoi on a cette information-là. Ensuite, on va parler des différentes technologies qui vont exploser. Alors là, en ce moment, on parle déjà du quantique. Pourquoi le quantique? Parce qu'en fait, le quantique, ça va, casser, même des éléments qui sont actuels, donc les clés de chiffrement et cetera. Donc ça, bien sûr, tous ceux qui travaillent sur le quantique et la technologie de demain. Alors là, je vais revenir sur l'IA, mais l'IA, c'est important de faire votre propre algorithme ou des technologies bien spécifiques. Là, aujourd'hui, il y a un peu la guéguerre entre, les deux trois grands, mais ce qui est important, donc ces 2-3 grands, ils sont en train de se faire la guéguerre, mais après, il y a des petits jeux à avoir aussi sur, des algorithmes, comment dire? Spécifiques ou qui sont un peu moins concurrentiels, mais qui sont intéressants. Alors, essayez déjà d'anticiper que l'IA générative, enfin les LLM, peuvent aussi se déployer sur d'autres outils. Donc, essayez d'aller dans des endroits où on le voit par exemple sur Lovable, qui est une IA pour faire créer des sites, et là, les grands de ce monde commencent à aller sur la création de sites. Donc, essayez de voir là où c'est plus difficile d'y aller et travailler là-dessus. Il y a tout ce qui est semi-conducteurs de pointe, les biotech, et cetera. Tout ce qui est technologie de critique, il faut qu'on en fasse des champions de demain en France. Ça, il y a pas à tergiverser. Il y a, la possibilité de se démarquer. Alors par contre, si vous êtes concerné, vous voulez y aller, allez-y à fond. Par contre, vous protégez parce que là, les technologies critiques, tous les pays veulent y aller. Il y a des risques d'ingérence. Donc, en fait, vous allez être très vite repéré par d'autres pays. Donc là, on a besoin de patrons qui sont très souverains, qui vont pas lâcher et qui vont se démarquer parce qu'on a une place à prendre. Clairement, il y a une place à prendre là-dessus. On est encore loin, mais c'est pas grave. Petit pas par petit pas, donc par exemple, le quantique, ça c'est un sujet, super important parce que, c'est la technologie de demain. Il y a des très grosses concurrences, mais on a des très, très bons labos. Par contre, les laboratoires, il faut vraiment qu'on travaille beaucoup plus, en collaboration en tant qu'entreprise avec les laboratoires. On a des laboratoires d'exception, publics, privés. Donc si vous êtes une entreprise, allez regarder les briques technologiques quand même qu'il y a. C'est pas un réflexe en France de le faire, mais il y a à l'étranger, vous avez des entreprises qui, recrutent des chercheurs pour les faire rentrer dans leur laboratoire. Nous, faut qu'on y aille, il faut qu'on le fasse. Il y a des briques techno qui sont disponibles sur étagère, qui peuvent être mises à disposition pour les entreprises. Alors bien sûr, si on paye des licences et cetera. Mais il faut vraiment qu'on travaille.
En plus, j'ai quelque chose à vous dire, c'est que souvent, on a du mal à financer les startups, donc les startups arrivent assez bien à se financer sur la première brique, enfin sur le premier temps et quand ils sont en hyperscale et cetera. Par contre, l'entre-deux, ils ont beaucoup de mal. Sauf que sachez que pour du France 2030, en projet collaboratif, vous avez plus de financement. Qui dit alors donc vous travaillez avec un laboratoire, vous pouvez avoir du financement en France 2030 et en plus, moi je vois, je l'avais conseillé, enfin avec une personne qui était expert en subvention. En fait, on avait conseillé à une entreprise parce que, il y a souvent le temps du laboratoire n'est pas le même temps de la start-up. On a besoin d'aller vite, on a besoin, sauf qu'il y a 2 problématiques actuelles. Les laboratoires qui sont sur des technologies où il y a une l'hyper-concurrence, le problème, c'est qu'ils n'ont même pas le temps de déposer, qu'ils ont déjà, des concurrents qui sont en fait, c'est déjà sorti. Donc là, il y a un vrai jeu à avoir sur, travailler avec des laboratoires pour vite sortir des technologies rapides. Il y a un deuxième jeu à avoir, ça c'est côté, start-up, c'est que quand vous travaillez sur des briques techno de rupture, donc très long terme, en fait, vous travaillez actuellement avec vos développeurs et vos ingénieurs, sur les briques techno actuelles, mais par contre, vous prévoyez le demain et ça, c'est un peu l'anticipation et les signaux faibles. Donc le fait de travailler avec des laboratoires, vous allez travailler sur du temps long, mais sur de la technologie de rupture et vous serez en avance quand vous serez là et vous aurez développé votre outil suivant et vous serez déjà en anticipation sur la suite. Et en plus de ça, vous avez des financements, soit en projet collaboratif, France 2030, soit en projet européen et cetera. Alors, n'y allez pas tout seul, faut des dossiers, des personnes qui travaillent bien les dossiers, mais quand même, vous pouvez, avoir vous pouvez démarquer là-dessus. Hem, donc voilà, donc ça permettrait, notamment, on voit aux États-Unis, ils travaillent très fortement avec les laboratoires qui sont souvent même intégrés dans les entreprises et vous avez aussi, en Chine, pareil, ils sont très, très forts parce qu'ils vont maintenant, c'est même eux qui ont le plus de brevets. Donc il faut vraiment travailler sur, des briques techno, très fortes, voilà. Donc, si on veut faire des pépites de demain, travailler aussi avec les laboratoires. Il y a des enjeux des 2 côtés, hein, l'entreprise d'être la championne de demain, mais les laboratoires, il faut aussi qu'ils exploitent, leurs brevets et c'est un cercle vertueux. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez, le laboratoire qui a trouvé une technologie, l'entreprise l'exploite et après refinance. Ça permet, via les licences, de refinancer le labo qui permet voilà. Donc allez-y. Après, il faut être un peu préparé, il ne faut pas y aller tout seul parce que si vous y allez tout seul, c'est pas facile. Mais si vous avez des experts autour de vous en subvention, si vous avez préparé vos fonds propres, et cetera, que vous êtes prêt à y aller et que vous êtes prêt à anticiper des technologies de rupture, allez-y parce qu'il faut y aller. Ensuite, là, on va parler de, Pascal Frion, donc c'est quelqu'un que j'apprécie. En fait, le problème qu'il y a, c'est qu'on a des données partout, on a des signaux faibles partout et aujourd'hui, on a de la donnée qui nous servent aussi beaucoup à rien. J'ai un exemple notamment dans les médias, à un moment donné, j'en pouvais plus des médias parce que c'est pas forcé c'est assez stressant au final et donc j'ai coupé les médias. Et sauf qu'à un moment donné, je me suis retrouvée dans une voiture au bout de 2-3 mois où, il y avait, France Inter ou je ne sais plus quelle émission, c'est pas le sujet c'est plus la question des médias. Et en fait, je me suis dit: «C'est fou, j'ai arrêté depuis 2 mois ou 3 mois, les informations et au final, je me reconnecte, j'ai l'impression qu'on parle des mêmes sujets» et Trump et son imprévisibilité et les machins et en fait, ça reste en surface. C'est pas du tout, enfin, on n'est pas du tout, il y a pas d'apprentissage, on n'apprend rien. Et donc, à part certains intervenants, je trouve que maintenant, il commence à y avoir quelques intervenants qui apportent vraiment de la valeur ajoutée dans l'information. Mais ce que je veux dire par là, c'est Pascal Frion, il parle d'infobésité et il dit: «Quand on veut chercher de l'information, en fait, il faut le focuser». Dans le sens où,
En fait, il y a plein de données, voilà, il y a des réseaux sociaux, des fake news, il y a du tout là maintenant, c'est magnifique. Sauf que quand on a une problématique, ce qu'il faut savoir, c'est d'aller chercher les bonnes informations aux bons endroits et donc en fait, se réduire à, quelle est ma problématique et qu'est-ce que je veux répondre, à quoi je veux répondre et où. Donc ce qu'il dit, moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il dit déjà se poser la bonne question. Qu'est-ce qu'on veut savoir? Qu'est-ce qui est, notre problématique du jour? Et en fonction de ça, on va chercher la donnée qui nous intéresse. Alors moi, ce que j'adore, c'est que quand, je les fais intervenir, suite à ça, il y a plein de startups qui ont coupé plein d'infobésité justement, de médias qui servaient enfin de médias, d'informations qui ne servaient pas à grand chose en tout cas, des réseaux sociaux, des machins, enfin qui n'apportaient rien au quotidien et en fait qui ont été sur du focus et qui se sont focusés sur leurs produits, qui se sont focusés sur des informations qui leur sont importantes et en fait, en faisant comme ça, on va chercher l'information et on se retrouve pas avec du push au quotidien qui des fois sont du push qui, OK, nous intéresse, des fois sont du push qui nous intéresse pas du tout. Donc voilà. Après les personnalités sensibles, donc en fait, il y a pas besoin d'être intelligent, il y a pas besoin d'être, quelqu'un d'exceptionnel et cetera. Les signaux faibles, on les voit. Quand on voyait dans les infos qu'il y avait le covid en Chine, on se doute bien qu'à un moment donné, ça va circuler. Donc il y a pas besoin d'être, des grands, cérébraux et cetera, sur ces sujets-là pour capter déjà des grands signaux faibles, des grandes tendances. En plus de ça, on a des rapports prospectifs, on a plein d'éléments qui nous permettent d'aller chercher des informations. Quel est le futur de tel domaine? Quel est enfin voilà, on peut aller chercher ça. Après, en termes de sensibilité, par contre, c'est vrai qu'on a les profils zèbres, HPI, suréfficients, hypersensibles. Donc on retrouve dans le livre Je pense trop ou alors des créatifs qui ont cette sensibilité que d'autres vont pas avoir. Après, ça veut pas dire que enfin tout le monde, peut y arriver. J'ai l'exemple à l'époque quand je suis arrivée à la Technopole de Laval, je pense que j'étais une créative au fond, mais je ne le savais pas et en fait, c'est la créativité, c'est un muscle, hein, ça se travaille et on avait fait un atelier, ça m'avait fait rire parce que je suis arrivée, et après on le voyait ça sur tous les nouveaux qui arrivaient, à la Technopole. Donc la créativité est très énormément travaillée à la Technopole. On avait fait un atelier où on se passait des post-it et puis on donnait des idées à chaque fois à la personne suivante. Et moi, je me suis retrouvée avec un tas, avec tous les post-it de tout le monde parce que j'étais pas ça avait pas été travaillé. Donc au final, bon, maintenant ça va beaucoup mieux, j'ai les méthodos, enfin voilà, ça travaille, la créativité, ça marche bien, hein, les idées, il y en a beaucoup. Faut justement que ça se canalise, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais à l'époque, c'est vrai que c'était intéressant parce qu'on voyait quand même que les anciens avaient, la créativité, qui était beaucoup plus, réactive et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde peut travailler ça. Alors, pour ceux qui sont dans ces domaines, enfin dans ces réflexions un peu, hors normes, on va dire ça comme ça. Souvent, c'est les personnes qui se sentent, complètement à côté de la plaque ou bizarres ou fous ou qui se sentent pas acceptés. Il y a plein de choses comme ça. En fait, il faut essayer de se dire: «Non, vous avez un rôle à jouer aujourd'hui aussi, ces gens-là, parce que vous voyez ce que d'autres ne voient pas. Vous avez une pensée très rapide, vous avez une réflexion en arborescence. Alors pour expliquer, aux différentes personnes, la réflexion, elle est comme ça, en arborescence, là où en général les autres personnes ont une, réflexion en séquentiel. Donc, étape 1, 2, 3, un peu ingénieur, un peu comme l'IA. L'IA a été construite comme ça. Les personnes zèbres surefficients vont avoir une réflexion en arborescence qui va permettre de connecter différents domaines de différents sujets qui ne sont pas du tout, qui ont qu'un lien à la base, mais qui, mis bout à bout, permettent de comprendre et d'en tirer une conclusion globale. Donc, pour ceux qui ont pas forcément qui sont pas dans ces domaines-là, enfin qui sont pas dans ces typologies-là, c'est un muscle, ça se travaille. Pour ceux qui sont zèbres, surefficients, hypersensibles,
Ne vous inquiétez pas, vous êtes pas bizarre, il y en a plein, il y en a plein d'autres comme vous, mais vous avez aussi une compétence, c'est que sur les signaux faibles, vous les percevez beaucoup plus que d'autres. Donc, une personne hypersensible qui doit soigner une personne, elle va ressentir des choses au niveau médical qu'une autre personne va pas forcément ressentir et c'est super, enfin, vous avez un rôle à jouer aussi, quoi. Donc voilà. Après, je donne une petite, chose qui peut être intéressante pour ces personnes-là qui ont l'impression d'être un peu bizarres. À l'époque, Christian m'avait, dit, «Toi, le problème, c'est que tu es la locomotive, tu oublies tes wagons». Ça voulait dire quoi? Je disais: «Bah, c'est ça, on doit faire ça». Et en fait, j'avais beaucoup de mal à expliquer tous les signaux faibles qui m'ont permis d'aller à cette conclusion. Donc à l'époque, c'était, faut qu'on fasse un événement à l'IA. Donc c'était pas le sujet du jour, donc les gens ils comprenaient pas. Souvent, si vous regardez, il y a des événements, assez thématiques par rapport à l'actualité, donc la facturation, enfin voilà, selon la CNIL, enfin RGPD. Donc selon les périodes, vous avez des thématiques, assez, qui reviennent, voilà. Et puis après, vous avez un fond d'événements qui sont des événements, on va dire, plus, classiques, création d'entreprise et cetera. Mais quand on est en avance de phase, les gens ils comprennent pas forcément. Et donc il me disait, «Bah, le problème, c'est que tu pars toute seule et tu dis: "Voilà, c'est ça qu'il faut faire"», les gens ils comprennent pas et donc tu arrives pas à embarquer. Ça, c'est une vraie problématique parce que quand on n'arrive pas à embarquer les gens, on c'est difficile après de travailler sur des sujets, importants et d'emmener tout le monde vers cette évolution. Donc il y a un gros travail à faire sur soi pour revérifier quels sont les, signaux faibles encore, quels ont été les indices qui ont permis d'aller jusqu'à cette conclusion-là et de les transmettre, de les expliquer. C'est comme ça qu'on réengage et c'est comme ça qu'on arrive à embarquer tout le monde vers cette conclusion. Mais des fois, il faut y retourner, plusieurs fois, hein. Faut pas lâcher l'affaire, hein. En disant: «Non mais regardez, voilà, il y a ça aussi, et voilà, il y a ça aussi, regardez, il se passe ça», enfin voilà. Donc faut pas lâcher l'affaire, faut insister, faut montrer tous les signaux faibles dès que vous en voyez un. Faut communiquer et là, vous allez réussir à engager donc la personne qui peut paraître pour une folle ou un fou, va finalement, être, pertinent et après les gens vont suivre. Alors là, après, je vais vous parler d'une prospectiviste, donc Cécile Wendling. Alors ce qui est marrant, c'est qu'elle a fait une vidéo, sur le même thème que la première vidéo. Alors elle l'a fait 1 mois avant, donc on ne s'est pas concerté, rien du tout, sur Vlan. Donc c'était quasiment le même thème, innover dans le chaos, enfin je sais plus. Moi, c'était ça le titre, mais elle, c'était un autre, sujet, mais voilà. Alors cette chercheuse en prospective, je l'ai connue, lors d'une, formation sur la souveraineté industrielle à l'ESTA avec, Ludovic Gillet. Je fais un petit coucou à toute l'équipe et je remercie encore énormément ces personnes-là de m'avoir permis de suivre une formation de très haut niveau. Voilà, je la recommande. En fait, on avait fait un atelier que j'avais adoré, sur, en fait, la notion de on devait travailler sur, une problématique actuelle, donc les agriculteurs vont pas bien économiquement et en tirer des conclusions sur le futur. Donc on avait fait, donc les agriculteurs vont pas bien. Après, dans notre groupe, on avait dit, du coup, la farine, si on importe donc après la conclusion, c'est on importe plus de farine et de blé. Donc la farine n'est plus française, donc baguette n'est plus française. Et là, ce qui était super intéressant et là, elle m'a fait un je me suis dit: «Mais elle a tellement raison». Ce qu'elle a analysé, c'est qu'on est parti d'une problématique économique sur une problématique identitaire. Et souvent, et ça, petit message à nos politiques, on s'arrête aussi souvent à une problématique, donc soit identitaire, soit économique, soit, culturelle, mais on ne voit pas tous les impacts que ça génère, derrière. On le voit bien quand il y a une entreprise qui coule, c'est des écoles en moins, c'est enfin il y a plein d'effets dominos qui arrivent, sur plein de domaines différents.
Donc ça, j'avais adoré, c'était révélateur pour moi. J'en avais parlé à des chercheurs, à Grenoble qui avaient dit: «Ah mais c'est super intéressant ce que tu nous dis». Bon, ça venait pas de moi, je rends à César ce qui est à César, c'était Cécile Wenling et ce qui est super, chez elle, donc elle en parle, dans sa vidéo, justement que je repartagerai, en dessous, derrière parce que c'est vraiment intéressant. En fait, elle explique qu'elle a toujours son cerveau qui voit dans le futur, en fait et dans le temps long. En fait, elle se dit: «Voilà, si je fais du sport, alors la conséquence dans mes années futures, ça va être ça. Si je mange bien, ça va être ça». En clair, toutes les actions ont un impact sur le futur et ça, elle regarde à chaque fois qu'est-ce qui va être, impactant et comment. Et donc ça, comment se projeter dans un temps long, ça la Chine l'a fait depuis 50 ans parce qu'ils ont commencé par faire des petits produits, après ils ont monté, après ils ont fait des jouets électroniques, voilà. Donc à chaque fois, la Chine crante vers d'autres projets, mais avec toujours la vision dans le futur de ce que sera demain. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le faire pour qu'on se prépare dès aujourd'hui sur ce que demain sera fait pour la France. Voilà, pour cranter des choses, pour, cranter, sur des technologies futures et pour prendre de l'avance et repartir sur ce qu'en fait, les Français sont capables de faire. C'est juste que, derrière on a une structure, publique qui est un peu compliquée, mais voilà, on actionne et on avance et voilà, faut être fort. Ensuite, on va voir dans une entreprise différents signaux faibles qui nous permettent de tirer des conclusions. Alors, c'est des signaux faibles, là, ça va vraiment parler à des profils aussi plus organisés. Donc, on appelle ça les profils bleus, mais c'est des profils plus structurés, ingénieurs, etc., qui suivent les chiffres. Voilà. Donc, ces signaux faibles sont des signaux qui sont très importants parce que ça nous permet de suivre l'évolution d'une entreprise. Déjà, ce qui est intéressant, c'est, pour les nouveaux, de faire un petit rapport d'étonnement pour faire remonter ce qui n'a pas été perçu par les habitués. Donc à force, que les habitués travaillent d'une certaine façon, on ne se rend plus forcément compte de ce qui a été fait. Lors d'une crise, clairement, c'est souvent les problématiques qui ont été, qui ça fait des années que ça existe, qui impactent l'entreprise fortement. La crise, elle fait exploser les problèmes qui sont déjà là quand ça allait bien, mais alors là, ça se voit, très fortement. Quand vous avez des salariés qui sont pas forcément très engagés, tant que ça va à peu près, c'est bon. Quand il y a la crise, bon, alors là, il y a plus personne, hein. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va analyser? On va analyser donc, des ratios financiers avec pas mal d'éléments, donc, la démotivation des entreprises, l'absentéisme, est-ce qu'il y a un gros chiffre d'affaires? Est-ce qu'il y a une marge brute importante? Enfin, tous ces éléments-là, est-ce que c'est dans une croissance? Est-ce que ça c'est en externe, est-ce que le secteur est en progression ou pas? Donc, on peut faire un ratio croissance de l'entreprise, croissance de la de du secteur. Et donc, on a plein d'éléments, le turnover aussi, est-ce qu'il y a un turnover? On peut même redescendre le turnover sur un groupement, enfin un département de l'entreprise qui nous permet de voir s'il y a un problème de management ou d'équipe ou, ça peut être un salarié aussi, hein, qui pourrit l'ambiance, voilà, c'est possible aussi. En externe, donc là, on parlait du secteur, donc ça peut être aussi les difficultés d'approvisionnement, les dépendances de fournisseurs. Alors ça, très attention, surtout en ce moment où, toute dépendance, impacte, on le voit, hein, dans le détroit d'Ormuz, il y a une dépendance, à ce petit détroit, à ce petit passage, pour certains, produits et services. Donc les dépendances de clients, est-ce que vous avez un gros client qui vous impacterait si, demain vous arrêtez avec ce client-là? La perte, progressive de parts de marché, les retards de livraison, de production, si un marché va vite ou pas. Est-ce qu'il y a un risque d'obsolescence très rapide avant même qu'on se mette sur le marché? Là, on revient aussi sur l'IA actuellement, ça va tellement vite que à peine on sortira un outil qu'on est déjà sur l'étape d'après. Donc, faut penser à la suite, hein. L'évolution défavorable du secteur d'activité ou la conjoncture économique. Il y a plein d'éléments comme ça. Les changements réglementaires, alors ça c'est un sujet, très important aussi. Il y a un changement réglementaire, vous avez votre produit qui ne vaut plus rien.
Donc ça veut dire être déjà en anticipation, déjà, auprès de réunions pour vérifier s'il y a des changements réglementaires ou pas sur votre norme, et cetera. Hem, enfin, quand on vous a dit tout ça, avec, les signaux faibles, qu'est-ce qu'on fait avec? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous avez une fulgurance, un signal faible qui vous pose question ou vous avez un soupçon, ça quand vous avez un soupçon, vérifiez. Donc allez reconfirmer par plusieurs éléments qui confirment ou ne confirment pas le signal faible. L'élément que je disais de Pascal Frion, là, on se focus, on va chercher différentes sources d'informations. Donc, ça peut être des personnes, ça peut être des informations universitaires. Enfin, on essaye de confirmer ou d'infirmer ce qui est le ressenti qu'on a. Hem et tout soupçon doit être à vérifier de façon très rapide. Là, vous avez, actuellement beaucoup d'ingérence dans les entreprises. Bah, vérifiez qui c'est, qu'est-ce que la personne fait, pourquoi, voilà, si, ah tiens, il y a l'outil là, il marche plus bien, qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà, il faut vraiment être très, attentif à tout élément qui peut paraître un peu soupçonneux. Être à l'écoute de toute information qui peut vous paraître, pertinente et ne pas hésiter à les noter sur un carnet. En fait, moi je pense que ça peut être intéressant de noter tous les petits éléments qui vous intéressent et que vous dites: «Tiens, bah, il y a ça actuellement, il y a cette information» et des fois vous les relisez et ça vous permet des fois de faire des croisements entre ces différents éléments que vous auriez pas forcément fait en croisement au départ. Et vous les relisez, vous dites: «Tiens, il y a une évolution aussi, de ce secteur. Tiens, il y a eu cette information-là, cette information, il y a une évolution comme ça. Est-ce qu'on va aller, finalement dans encore plus, sur cette, partie-là?» Donc ça, c'est important. Ensuite, ne pas hésiter à regarder dans l'histoire, les livres, les films, les vidéos. Alors des films et des vidéos qui vous apportent de l'information, pas des choses des show-off, hein, ça apporte rien du tout. Donc, faites vraiment des choses qui vous apportent des connaissances, des technologies qui sortent, et de faire des croisements. Là, ça me fait penser alors, là, je suis à l'inverse de ce que j'ai dit de Pascal Frion où il dit: «On se focus». En fait, je pense qu'il faut pas s'enfermer sur, des éléments jusqu'à ce qu'on ait, une fulgurance ou une information et on se dit: «Tiens, c'est intéressant». C'est un peu de la sérendipité, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se connecte et c'est intéressant. J'ai, l'exemple même du développeur de Spotify dans la série. À un moment donné, il se dispute avec le CEO parce que le CEO veut absolument que tout de suite, dès la première seconde, il y ait de la musique qui vienne et le technicien dit: «Bah non, avec les paquets», enfin je rentre pas dans le détail, technique, mais en fait la musique ne pouvait pas se lancer tout de suite. Donc dispute, il va se poser dehors et là, il voit une voiture qui, traverse le feu rouge et là, il a une idée de se dire: «Ah mais je peux, faire passer un paquet et puis finalement le faire passer après». Enfin voilà. En fait, la, mmh, l'intérêt au final, il a une fulgurance qui n'a rien à voir avec le domaine dans lequel il était, mais ça a connecté par rapport à son activité. Donc, ne vous fermez pas. Par contre, quand vous avez un soupçon et c'est là où, je dis attention à ce que vous avez comme information. Quand vous avez par contre un soupçon, une information, vous avez une problématique, là on se focus. Ne pas hésiter à mettre en place des tableaux de bord de suivi. Donc ça, c'est pour la partie, suivi et analyse de l'entreprise, interne, externe de votre entreprise. Ça vous permet de sentir s'il y a une croissance, baisse, bon, bah, ça, c'est des choses très financières, mais qui sont intéressantes. Mais, pas seulement le turnover, le suivi, des entreprises, des salariés. Est-ce que je suis content, pas content? Est-ce que, il y a une bonne intégration des équipes? Enfin, il y a plein d'éléments qu'on peut intégrer, déjà en signaux faibles qui nous donnent des éléments pour la suite. Et alors le truc le plus important quand on a capté après des signaux faibles, c'est pas juste de s'arrêter là. Le plus important, c'est soyez efficace, et agir et faire tout pour que l'opérationnel soit mis en place. C'est pas le tout de capter des éléments. Après l'exécution est tout aussi, nécessaire que la compréhension amont.
Donc là, il faut agir, faut engager, il faut dérouler et là être très focus et faut que tout le monde, agisse dans ce sens. Donc là, c'est une question de management et puis d'action, hein, donc de réagir très vite et de façon opérationnelle. Voilà, j'espère que ce sujet vous aura intéressé et puis, j'ai, d'autres vidéos encore tout aussi intéressantes à vous présenter. Voilà, à très bientôt et n'oubliez pas de liker aussi.